BFM Academy, le premier concours de créateurs d'entreprise, Nicolas Dose sur BFM Business. C'est la suite de la première demi-finale de cette saison 9. Il n'en restera qu'un au terme des votes internet qui se dérouleront dans les jours qui viennent et qui sera le premier finaliste pour la finale en public, en direct, le plus grand show over the world consacré à l'entrepreneuriat. Séquence suivante, allons plus loin sur vous et sur votre business. BFM Academy, saison 9, uniquement sur BFM Business. Bon alors, Catherine Barba, Sylvain Aurébi, c'est à vous. Les questions portent sur le business aujourd'hui, sur le business demain, parce qu'il faut que ça dure. Et puis quelques mots sur l'entrepreneur avec Ève Chegaray, qui commence sur le business d'aujourd'hui, là, avec notre première candidate, Catherine, Clémentine. C'est que pour les femmes, Bon. Pop in the City, donc je les laisse ensemble. Clémentine Charles, Pop in the Voilà, City, c'est Catherine équipe Barba. rouge qui pose la question, là. Hein. Ça sera équipe verte. Moi, je voulais, Clémentine, que vous nous donniez quelques grands chiffres sur votre activité. C'est-à-dire qu'un événement, combien ça coûte, combien ça vous rapporte. J'ai envie de comprendre la structure des coûts aussi. Qu'est-ce qui est incompressible, qu'est-ce qui est variable, et en gros, qu'est-ce que vous allez pouvoir réduire à mesure que vous augmentez Alors, je ne vais pas donner les chiffres exacts. Ce que je peux dire, c'est que par rapport à ce que ça nous rapporte, on a à peu près la moitié qui est de la marge, et qu'ensuite, donc ça c'est simplement sur les participantes et le coût de la course sans le coût homme. D'accord. En plus de ça, donc coût homme, coût de l'équipe Pop in the City, hein, pas le coût des intervenants sur place. En plus de ça, on a une aide de la ville et donc des partenaires financiers qui amènent. D'accord. Voilà. Et les frais, juste pour que je comprenne un peu, dans la perspective de grandir. Hein. Alors, les frais, c'est toute répartissent l'organisation de la course, donc nos déplacements sur place, la recherche, etc. Qui fait qu'effectivement, ça, c'est une partie qui est conséquemment réduite quand on retourne dans les villes, puisqu'on retourne dans les villes tous les 2 ans. D'accord. Et en plus de ça, il y a des frais, bien sûr, de presse, D'accord. des choses comme ça. Mais justement, Sylvain Aurébi. vous tombez bien parce que ma question va un peu dans ce sens, parce que j'ai l'impression que votre business est un peu plafonné, parce que le nombre de participants, vous ne pouvez pas en avoir des milliers à chaque fois. Il y en a quoi, 500 à peu près, hein. Oui. 500 environ. Le temps nécessaire à l'organisation de chaque événement, ça doit être extrêmement lent. Quand vous travaillez pour des entreprises, c'est très chronophage également. Comment est-ce que vous pensez pouvoir rendre votre modèle plus vertueux pour que plus vous en fassiez, plus ça rapporte? C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que vous repartez à zéro à chaque Alors, fois. notre but, c'est pas du tout d'industrialiser les Pop in the City. Nous, on veut rester... Vous ne voulez pas gagner d'argent? Non, c'est pas du tout ça. C'est que plutôt l'idée, c'est d'avoir Pop in the City comme événement image, de s'en servir et d'avoir des vrais leviers pour le coup qui sont les partenaires financiers et les villes. Et à côté de ça, de développer le modèle pour les entreprises. Et là, en fait, contrairement à ce que vous avez dit, nous, c'est assez facile pour nous d'adapter les Pop in the City et de les proposer aux entreprises. Donc, de vraiment aménager en fonction de ce que veulent, de ce que recherchent les entreprises. Typiquement, là, on prenait l'exemple de Kenzo. Kenzo nous demande, je voudrais... un événement dans le Marais pour mes vendeurs, etc. Nous, on a aussi acquis une vraie compétence, une vraie expertise sur l'organisation des courses, donc gestion des flux, organisation des challenges. Et ensuite, on a, je pense, par notre background, une force pour identifier les challenges qui sont utiles par rapport à ce que veut l'entreprise et comment le marketer d'une manière extrêmement alléchante pour l'entreprise. D'accord, ça veut dire que vous allez pouvoir réduire des coûts à mesure que vous allez grandir dans votre courbe d'expérience. En Ça, fait, c'est les important. coûts des Pop in the City entreprises sont stables. Déclinent, puisqu'on peut réutiliser les challenges d'un événement à l'autre. Ève Chegaray, donc sur l'entrepreneur, l'entrepreneuse. Je reviens à vous et à l'équipe. En quelques mots, qu'est-ce qui fait que votre association de compétences, la commerciale, la sage, la gestionnaire, etc., est unique? Vendez-nous le concentré que vous formez toutes les trois. Alors, on est effectivement extrêmement complémentaires, très très différentes, ce qui donne souvent la place à des remises en question pour faire avancer les choses, etc. C'est pas une engueulade, ça. Non, de toute façon, on travaille tout le temps ensemble. Ouais, non, mais c'est vraiment nécessaire, et surtout dans l'équipe. Donc on est 3, et il y a Marie qui est une vraie visionnaire et qui sans arrêt à la recherche de nouvelles choses, d'innovations, qui lit énormément la presse, etc., qui a tout le temps des idées hors du commun et qui est en même temps quelqu'un de très rigoureux. Il y a Sophie qui, elle, s'occupe extrêmement bien de gérer les événements et qui s'occupe de la relation avec les participantes, qui est pour nous indispensable sur les Pop in the City. Et ensuite, moi, la créative un peu...
Lionel Joussemet avec Diotasoft. Donc, je redonne la parole à Catherine Barba, à Sylvain Aurébi sur le business Diotasoft. Allez-y, qui commence? C'est Catherine? Allez, allons-y. C'est parti. Donc, Sur le business d'aujourd'hui, Catherine, et puis Diotasoft, je fais le business de demain, comme ça. Allez, D'accord. très bien, Voilà. voyons, répartissons-nous la tâche. Oui. Vous êtes déjà rentable, hein? C'est Oui, toujours tout le à cas fait. depuis octobre dernier. Vous Alors, êtes à l'équilibre. Aujourd'hui, en fait, on est en train de rechercher des fonds pour pouvoir se doter d'une capacité d'investissement plus forte, aller encore plus loin. Mais en effet, aujourd'hui, on fonctionne sur notre capacité d'autofinancement. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez, il y a un coût d'acquisition client, entre le moment où vous Un coût contactez considérable. quelqu'un qui est très Un coût important. considérable. Et du coup, par rapport à ce qu'un client vous rapporte, Alors, nous c'est aujourd'hui, quoi si les vous- équilibres en fait entre le coût d'ac et... Nous, si vous voulez, on est quand même sur des choses qui sont très tournées vers l'innovation. Donc, fatalement, en fait, si vous voulez, il y a une espèce de process quand on rentre dans un groupe industriel selon ces positionnements-là. C'est-à-dire que pour des sociétés comme les nôtres, on ne peut pas arriver directement avec Bien une sûr. solution clé en Ça main prend qui combien répond. de temps entre le moment où vous contactez et puis... Alors, grosso modo, entre le moment où on contacte, Rapidement, hein, parce entre le moment où on contacte un client et le moment où on fait une première vente, on va dire, il va se passer un trimestre, à peu Ah près oui, c'est 2-3 ça. mois. Mais là, on est un peu au niveau géotrouve-tout, si vous voulez, dans la société. Ensuite, pour arriver vraiment au déploiement industriel, on est plus de l'ordre de 1 an, 18 mois. Eh oui. Sylvain Aurébi. Vous êtes aujourd'hui exclusivement en B2C. En B2B, pardon. Est-ce que vous pensez demain développer du B2B, une appli que je pourrais utiliser moi, du B2C, décidément Mais et je suis là, Sylvain. ne vous heureusement en que vous faites êtes là, mais C'est l'émotion. non, Non, est-ce que vous pensez passer en B2C et avoir une appli qu'on pourra acheter pour s'en servir dans les magasins ou ailleurs? Est-ce que vous avez des idées là-dessus ou Bon, est-ce que on vous peut restez jamais sur les voir grandes Nicolas en entreprises? 3D, je Voilà, On non, peut- parce que c'est vrai que vos clients, ça fait un peu mouse costaud, vos clients. Oui. Et- On peut jamais vraiment préjuger de l'avenir, mais aujourd'hui, non, ça ne fait pas partie de notre stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment identifié, que ce soit dans le monde de l'industrie, de la vente, de la formation et encore d'autres qu'on ne cite pas encore aujourd'hui, un vrai potentiel marché considérable. On amène vraiment une petite révolution technologique, si vous voulez, avec cette matérialisation de la donnée digitale dans l'espace des gens. Et au niveau du marché B2C, on est sur un marché qui est beaucoup moins exigeant en termes de robustesse technologique, et sur lequel il y a une concurrence qui est beaucoup plus D'accord. structurée. Et nous, aujourd'hui, le terrain de jeu du B2B nous paraît suffisamment considérable pour se développer. Juste en B2B, la taille du marché adressable, c'est combien en chiffre d'affaires? Alors, le marché global de la réalité augmentée à horizon 2017, c'est 7 milliards d'euros. Ah oui. Le marché, en fait, si on le C'est un ramène... chiffre français, ça? Ou C'est un site issu d'une étude de l'Institut de formation Eden en 2012. D'accord. Donc c'est un chiffre au niveau du marché mondial. Par contre là, ça inclut également la réalité augmentée Eh tournée oui. vers le B2C, D'accord. avec de suite des chiffres assez gigantesques en Énorme. termes de Conséquent. marketing, etc. Sur le marché qui nous intéresse à nous, on est sur un marché qu'on évalue à peu près à 700 millions d'euros à horizon 2016. Sur le marché que nous, on attaque directement. D'accord. Bon, Ève Chegaray. L'entrepreneur, les entrepreneurs, on l'a dit, on l'a redit, vous êtes des ingénieurs, c'est pour ça que vous inventez le monde de demain, chic, mais vous êtes aussi devenus des entrepreneurs. Alors moi, je vous vois comme une chrysalide en train de devenir papillon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous assurer que les chercheurs, vous, mais peut-être en France aussi, peuvent devenir des entrepreneurs, peuvent faire du business, être rentables, gagner de l'argent, créer de l'emploi? Écoutez, pour nous, enfin, quand on devient entrepreneur, au début, c'est pas un truc qu'on fait non plus sur un coup de tête, enfin pas complètement. Assez rapidement, il y a un côté militant, si vous voulez. Il y a un côté bâtir quelque chose, construire quelque chose. Moi, c'est ça qui me caractérise. Depuis que je suis tout petit, où je construisais des jouets jusqu'à aujourd'hui, moi, c'est vraiment cette volonté de bâtir quelque chose. Et en effet, dans ce contexte d'entrepreneuriat tourné vers la technologie, aujourd'hui, nous, on a une relation très étroite avec un laboratoire de recherche de référence qui est le CEA, en fait, le commissariat à l'énergie atomique. C'est pour ça qu'on dispose de technologies totalement en rupture. Aujourd'hui, on dispose de la meilleure technologie du monde en réalité augmentée. Ils sont dans votre capitale? Ils sont dans votre capitale? Non, c'est- nullement. Non, on est complètement autonome capitalistiquement. Et donc, fatalement, dans ce contexte-là, nous, on se prend à être quelque part un peu militant, à essayer de pousser un petit peu cette économie de demain qui n'est pas nécessairement tournée vers l'industrie d'hier, mais vraiment tournée vers l'industrie de l'avenir, si vous voulez, qui fera travailler nos enfants, nous aussi, parce qu'on est jeunes, mais nous aussi, on essaie de penser aux générations d'après. Et pour moi, c'est vraiment il y a un vrai potentiel en France pour transformer ce que font des chercheurs, et c'est difficile, en des vrais produits qui adressent des vrais besoins marchés avec des vrais retours sur investissement. Pour nous, c'est ça le challenge le plus compliqué. Mais justement, vous parlez des vrais produits, des vrais marchés. La séquence suivante de cette première demi-finale, on va vous confronter à la vraie vie, parce que c'est aussi ça, la vie d'entrepreneur. Ça n'est pas que de l'incantation, création de richesse et tout le tralala. À tout de suite.